Dans un monde où l'argent et le pouvoir semblent dicter les règles, que peut faire une seule personne contre un système corrompu? La voix de quelqu'un considéré comme invisible peut-elle être assez forte pour renverser un empire et sauver une vie innocente? Préparez-vous pour une histoire de courage inattendu, de trahison et de lutte incessante pour la justice dans les couloirs d'un hôpital d'élite. Si vous aimez ce genre de contenu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Quanto que en Amoran. Nous publions des vidéos tous les jours. Aimez la vidéo si vous aimez cette histoire et dites-nous en commentaire d'où vous venez et à quelle heure vous nous écoutez. Le bébé a 3 heures de vie et déjà 5 personnes planifient ses funérailles. Béatrice Solano a entendu ces mots alors qu'elle nettoyait le couloir du 7e étage de la clinique centrale de la capitale, en plein district de San Angel. Il était 23 heures un mardi de septembre, et la pluie battait avec fureur les fenêtres de l'hôpital le plus exclusif de la capitale. Elle serra fortement la serpillière entre ses mains, calleuse par 25 ans de travail domestique. Ce n'était pas la première fois qu'elle entendait des conversations qu'elle ne devait pas entendre. Dans les hôpitaux, les femmes de ménage sont invisibles, des fantômes qui passent inaperçus tout en nettoyant le sang, la douleur et les secrets des autres. Mais ces mots étaient différents. Il y avait quelque chose dans le ton froid, calculateur, qui lui glaça le sang. Depuis la salle d'attente VIP, les voix continuaient de filtrer par la porte entr'ouverte. La docteure Riva a été claire. Le bébé ne passera pas cette nuit. Trop prématuré. Les poumons ne sont pas développés. Et après ce qui s'est passé avec Lorena. La voix appartenait à une femme raffinée avec cet accent de celle qui a étudié dans des écoles privées européennes. Valeria, s'il te plaît, aie un peu de respect. Mon frère vient de perdre sa femme. Respect? Gustavo, réveille-toi. Sébastien est détruit. Il ne peut pas prendre de décision. Quelqu'un doit penser à l'avenir de Pharmaceutica Alcazar. As-tu une idée de l'argent en jeu? 3 milliards de pesos en contrat qui expire dans 2 mois. Les actionnaires sont déjà nerveux. Béatrice fit semblant de se concentrer sur le nettoyage du même morceau de sol pour la 3e fois. Ses mains tremblaient, mais elle garda la tête baissée. Elle avait appris il y a longtemps que la curiosité était dangereuse pour quelqu'un comme elle. Je n'arrive pas à croire que nous parlons affaire alors que ce bébé est en train de mourir. Il est déjà mort, Gustavo. Ce n'est qu'une question d'heure. Et quand cela arrivera, Sébastien n'aura pas d'héritier direct. L'entreprise a besoin de leadership et tu es le prochain dans la lignée. Le silence qui suivit fut plus éloquent que n'importe quel mot. Béatrice sentit des nausées. Elle finit de passer la serpillière et poussa son chariot de nettoyage vers l'ascenseur, mais ses jambes la soutenaient à peine. Elle appuya sur le bouton avec des doigts tremblants. 25 ans à nettoyer des hôpitaux lui avaient appris que la vie était injuste, que les riches vivaient selon des règles différentes, que l'argent pouvait acheter presque tout, mais elle n'avait jamais rien entendu d'aussi vil, d'aussi cruel et impitoyable. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent et Béatrice entra, s'appuyant contre la paroi d'acier. Elle ferma les yeux et fut un instant de retour dans son village natal de Jalisco, dans la petite maison en adobe, où sa grand-mère, Doña Pilar, assistait les accouchements et guérissait les maladies avec des plantes médicinales et des prières. Ma fille, lui disait toujours sa grand-mère, en mélangeant des herbes à la lumière des bougies. Dieu t'a donné des yeux pour voir ce que les autres ne voient pas et un cœur pour sentir ce que les autres ne sentent pas. Ne gaspille jamais ses dons. L'ascenseur s'arrêta au 5e étage, unité de soins intensifs néonatales. Béatrice ne devait pas être là. Son service se terminait au 7e étage, dans les chambres privées où les millionnaires mouraient avec dignité et des draps en coton égyptien, mais ses pieds la menèrent dans le couloir de dalles blanches vers les grandes fenêtres de verre qui donnaient sur la salle des incubateurs. Et alors elle le vit, dans la 3e couveuse de la 2e rangée, sous des lumières fluorescentes qui bourdonnaient comme des abeilles mourantes, gisait le plus petit bébé que Béatrice n'ait jamais vu de sa vie. Il ne devait pas peser plus d'1 kilo. Sa peau était presque transparente, si délicate qu'elle semblait pouvoir se briser avec un soupir. Des tubes et des câbles sortaient de son corps minuscule comme les tentacules d'une créature marine, mais il était vivant. Son petit torse montait et descendait avec détermination. Ses petits poings, pas plus grands que des noix, se fermaient et s'ouvraient avec une force qui défiait toute logique médicale. « Que faites-vous ici » Béatrice sursauta. Une jeune infirmière aux cheveux attachés en une queue de cheval parfaite la regardait avec suspicion. « Je suis désolée, mademoiselle, je me suis perdue en cherchant l'ascenseur de service. » L'infirmière la regarda de haut en bas, évaluant son uniforme bleu usé, ses chaussures bon marché aux semelles usées.
L'ascenseur de service est de l'autre côté. Cette zone est réservée au personnel médical. Oui, mademoiselle, excusez-moi. Béatrice poussa son chariot de retour vers le couloir, mais non sans jeter un dernier coup d'œil au bébé. Et à ce moment, comme si elle sentait son regard, le petit ouvrit les yeux. Ils étaient de la couleur du café fraîchement moulu, identiques à ceux de sa mère. Béatrice l'avait vu une seule fois, 6 mois auparavant, lorsque Doña Lorena Alcázar avait visité l'hôpital pour un gala de bienfaisance. C'était une femme magnifique, au rire facile et au regard bienveillant, qui avait traité Béatrice comme un être humain et non comme un meuble. « Comment vous appelez-vous » avait demandé Lorena alors que Béatrice nettoyait la salle après l'événement. « Béatrice, Sonora. »« Quel joli nom. »« Je suis Lorena. » Excusez le désordre. Ces galas finissent toujours par être un chaos. Aucune personne riche n'avait présenté ses excuses à Béatrice en 25 ans. Ce simple geste l'avait émue aux larmes. Et maintenant Lorena était morte et son bébé luttait pour chaque respiration tandis que sa propre famille planifiait ses funérailles. Béatrice arriva au vestiaire des employés et rangea son chariot. Elle enleva son uniforme et enfila ses vêtements de ville, un jean usé et un chemisier fleuri qu'elle avait acheté au marché de la Lagunilla. Elle prit son sac en faux cuir et sortit par la porte arrière de l'hôpital. La pluie avait cessé, laissant les rues du district de San Angel briller sous les lumières des lampadaires. Béatrice marcha 3 pâtés de maison jusqu'à l'arrêt de bus, absorbée dans ses pensées. Elle devait oublier ce qu'elle avait entendu. Ce n'était pas son problème. Elle n'était personne, une femme de 52 ans qui nettoyait les sols pour subvenir aux besoins de ses 2 enfants à l'université. Que pouvait-elle faire contre des gens comme les Alcázar avec leur argent et leur pouvoir? Mais l'image du bébé ne la laissait pas en paix. Ses yeux ouverts regardant le monde avec une bravoure qui brisait le cœur. Le bus arriva et Béatrice monta, payant ses pesos avec des pièces soigneusement comptées. Elle s'assit près de la fenêtre et observa la ville défiler. Les manoirs du district de San Angel, cédant la place à des bâtiments plus modestes, puis à des quartiers populaires, jusqu'à arriver au quartier de San Cosme, où elle louait un appartement de 2 pièces dans un immeuble de 5 étages sans ascenseur. Il était 00h30 du matin lorsqu'elle arriva enfin chez elle. Ses enfants, Carlos et Laura, dormaient déjà. Carlos étudiait l'ingénierie à l'UAM et Laura les soins infirmiers au Polytechnico Nacional. Béatrice travaillait 2 quarts de travail, 6 jours par semaine, pour qu'ils puissent avoir les opportunités qu'elle n'avait jamais eues. Elle se prépara une tisane à la camomille et s'assit à la petite table de la cuisine. La photographie de sa grand-mère, Doña Pilar, l'observait depuis le mur. Ses yeux sombres et sages qui semblaient voir à travers le temps et l'espace. « Que feriez-vous, Abuelita » murmura Béatrice à la photographie. La réponse vint dans sa propre voix. Un écho de 1000 conversations de son enfance. Le bien, ma fille, toujours le bien, même si cela coûte cher. Béatrice porta ses mains à son visage et pleura. Elle pleura pour Lorena, pour le bébé, pour l'injustice d'un monde où l'argent valait plus que la vie. Mais lorsqu'elle sécha ses larmes, quelque chose avait changé en elle. Une détermination inébranlable, forgée par des années de lutte et de sacrifice. Elle se durcit dans sa poitrine comme l'acier. Demain, elle retournerait à l'hôpital et ferait attention, beaucoup d'attention. Béatrice arriva à la clinique centrale à 5 heures du matin le mercredi, 2 heures avant son service officiel. Le gardien de nuit, Don Roré, leva à peine les yeux de son journal lorsqu'elle passa par l'entrée des employés. Lève-tôt comme toujours, Doña Béatrice. Le travail ne se fait pas tout seul, Don Roré. Elle monta les escaliers de service jusqu'au 5e étage. À cette heure, l'hôpital était un organisme différent, silencieux, sombre, avec seulement le personnel de nuit traînant les pieds dans des couloirs à la lumière tamisée. L'unité de soins intensifs néonatale avait une infirmière de garde derrière le comptoir, absorbée par son téléphone portable. Béatrice passa devant elle, poussant son chariot de nettoyage, invisible comme toujours. Elle s'arrêta devant les fenêtres qui donnaient sur la salle des incubateurs. Le bébé était toujours là, dans la 3e couveuse de la 2e rangée. Les moniteurs à côté de lui clignotaient avec des chiffres et des graphiques que Béatrice ne comprenait pas, mais le petit torse continuait de monter et descendre avec une détermination obstinée. 24 heures, murmura Béatrice. Tu as déjà passé les premières 24 heures, petit guerrier. Excusez-moi. Béatrice se retourna. Une jeune docteure d'une 30aine d'années, avec des lunettes à monture noire et une blouse blanche impeccable,
la regardait avec curiosité plutôt qu'avec reproche. Vous ne devriez pas être ici. Cette zone est restreinte. Je suis désolé, docteur, c'est juste que ce bébé. La docteure s'approcha de la fenêtre et observa la couveuse. Son expression s'adoucit. C'est le bébé Alcazar. Un miracle qu'il ait tenu si longtemps. Miracle, osa demander Béatrice. La docteure soupira, passant une main dans ses cheveux. Il est né à 28 semaines de gestation, poids de 8 cg. Les poumons fonctionnent à peine. Le cœur a un souffle. La pression intracrânienne est à la limite. N'importe quel livre de médecine dirait qu'il est impossible qu'il survive, mais il est vivant, pour l'instant. La docteure étudia Béatrice attentivement. Vous êtes du personnel de nettoyage, n'est-ce pas? Oui, docteur. Je m'appelle Béatrice Solano. Docteur Elena Fuentes, néonatologue. Elle tendit la main et Béatrice la serra, surprise par le geste. Les bébés prématurés vous intéressent, Béatrice? Béatrice hésita. Quelque chose dans les yeux de la docteure Fuentes lui disait qu'elle pouvait lui faire confiance, mais 25 ans d'invisibilité lui avaient appris la prudence. Ma grand-mère était sage-femme à Jalisco. Elle a assisté des centaines d'accouchements. Elle disait toujours que les bébés qui luttent sont ceux qui ont quelque chose d'important à faire dans ce monde. La docteure Fuentes sourit tristement. Votre grand-mère était sage. Ce bébé lutte certainement. Le problème est qu'il y en a qui ne veulent pas qu'il gagne ce combat. Béatrice sentit son cœur faire un bond. Que voulez-vous dire, docteur? Elena Fuentes regarda autour d'elle, s'assurant qu'elles étaient seules. Elle baissa la voix. Je ne devrais pas dire ça, mais quelque chose ne va pas. Les décisions médicales prises avec ce bébé n'ont aucun sens. La docteure Riva, qui est en charge du cas, a refusé des traitements qui pourraient améliorer significativement ses chances. Surfactant pulmonaire de dernière génération, thérapie à l'oxyde nitrique, elle a même limité les calories de son alimentation intraveineuse. Pourquoi ferait-elle cela? C'est la question que je me pose toute la nuit. La docteure Riva est la chef de néonatologie. Elle a 30 ans d'expérience, elle est brillante, mais ses décisions avec ce bébé vont à l'encontre de tout protocole médical et personne n'a rien dit. J'ai essayé hier. Ils m'ont appelé à son bureau et m'ont rappelé que je suis une docteure junior, que j'ai à peine 3 ans d'expérience, que je ne dois pas remettre en question les décisions de mes supérieurs. Elena serra les poings. Ils m'ont menacé de me licencier si j'interférais à nouveau. Béatrice sentit la rage lui brûler la poitrine. Les mots qu'elle avait entendus la nuit précédente prenaient un nouveau et sinistre sens. Docteur Fuentes, je dois vous raconter quelque chose. Pendant les 10 minutes suivantes, Béatrice lui raconta tout ce qu'elle avait entendu dans la salle d'attente VIP. La conversation entre Valeria et Gustavo Alcazar, la froideur avec laquelle il parlait de la mort du bébé, les implications commerciales. Elena écouta avec le visage de plus en plus pâle. Mon Dieu, c'est pire que ce que je pensais. Que pouvons-nous faire, nous? Elena la regarda avec surprise. Béatrice, c'est dangereux. Les Alcazar sont l'une des familles les plus puissantes du pays. Pharmaceutica Alcazar a des contrats avec le gouvernement, avec des hôpitaux privés, ils ont des avocats, ils ont de l'influence. Je sais, mais ce bébé n'a personne d'autre. Elena resta silencieuse un long moment, regardant vers la couveuse. Vous avez raison. Quelqu'un doit faire quelque chose. Elle sortit son téléphone portable. Je vais tout documenter. Chaque décision médicale discutable, chaque traitement refusé, chaque ordre étrange. Mais nous avons besoin de plus que cela. Nous avons besoin de preuves solides. Quel genre de preuves? Des enregistrements, des documents, quelque chose qui prouve qu'il y a négligence intentionnelle ou conspiration. Elena regarda directement dans les yeux de Béatrice. Et pour obtenir cela, nous avons besoin de quelqu'un qui peut se déplacer dans l'hôpital sans éveiller les soupçons. Quelqu'un d'invisible. Béatrice comprit ce qu'elle lui demandait. C'était risquer son travail, son gagne-pain, l'avenir de ses enfants. Mais lorsqu'elle regarda à nouveau le bébé dans la couveuse, elle sut qu'elle n'avait pas d'autre option. Dites-moi, que dois-je faire? Pendant l'heure suivante, tandis que l'hôpital commençait à s'éveiller, Elena expliqua à Béatrice les concepts de base qu'elle devait connaître, quels médicaments elle devait chercher, quels ordres médicaux étaient suspects, quelles conversations elle devait essayer d'écouter. Mon service se termine dans 1 heure, dit Elena.
Je reviendrai cette nuit. Faites très attention, Béatrice. Si on vous découvre. Je sais. Elena partit et Béatrice commença sa journée de travail, mais maintenant avec un but complètement différent. Elle nettoya le 7e étage avec une attention renouvelée, ses oreilles attentives à chaque conversation, ses yeux observant chaque détail. À 9 heures du matin, alors qu'elle nettoyait le couloir près du bureau administratif, elle entendit des voix s'élever. Elle s'approcha avec son chariot, faisant semblant de passer la serpillière. « Je n'arrive pas à croire que vous me demandez cela, docteur Riva. » C'était la voix d'un homme, rauque, pleine d'indignation. « Je ne te demande rien, Mario. Je t'ordonne. Réduis la concentration d'oxygène à 80%. C'est un ajustement standard. Standard pour bébé stable. Ce bébé a besoin de 100% pour maintenir la saturation. Si je baisse l'oxygène, il pourrait subir des lésions cérébrales, ou pire. Ce bébé est déjà endommagé. Nous ne faisons que prolonger l'inévitable. Fais-le, ou je trouverai quelqu'un qui suivra les ordres. Silence. D'accord, mais je veux qu'il soit enregistré que je m'y suis opposé. Bien sûr, votre objection sera dûment notée dans le dossier. La porte s'ouvrit brusquement et un homme d'une quarantaine d'années, barbu et à lunettes, sortit du bureau. Il avait l'air malade, abattu. Il passa devant Béatrice sans la voir. Béatrice continua de nettoyer, mais ses mains tremblaient. Elle venait d'entendre un ordre qui pouvait tuer le bébé, déguisé en procédure médicale standard. Elle attendit 5 minutes, puis, le cœur battant comme un tambour de guerre, sortit son vieux téléphone portable de sa poche. Ce n'était pas un smartphone moderne, mais il avait une fonction d'enregistrement vocal. Elle devrait être plus prudente, plus audacieuse. Le reste de la matinée passa dans un brouillard de tension. Béatrice nettoyait, observait, écoutait. À 14 heures, pendant son heure de repas à la cafétéria du sous-sol, elle s'assit à une table isolée et révisa ce qu'elle avait entendu. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était quelque chose. Béatrice leva les yeux. Felipe Ponce, le technicien de maintenance, la regardait avec inquiétude. C'était un homme bon, veuf comme elle, qui avait perdu sa femme d'un cancer 3 ans auparavant. Ils avaient partagé de nombreux déjeuners, parlant de leurs enfants, de leurs rêves, de leurs peurs. « Bonjour, Felipe. Tu as l'air préoccupé. Tout va bien ?» Béatrice fut sur le point de tout lui raconter, mais s'arrêta. Moins il y aurait de personnes au courant, plus ce serait sûr pour tous. Juste fatigué. Double service hier. Felipe ne sembla pas convaincu, mais n'insista pas. Si tu as besoin de parler, je suis là. Je sais. Merci. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'ici. Si vous aimez ce genre de contenu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Quanto que en Amoran. Nous publions des vidéos tous les jours. Aimez la vidéo si vous aimez cette histoire et dites-nous en commentaire d'où vous venez et à quelle heure vous nous écoutez. À 16 heures, Béatrice nettoyait les toilettes exécutives du 7e étage lorsqu'elle entendit des pas s'approcher. Elle resta immobile dans la cabine, retenant sa respiration. Tout est sous contrôle. C'était la voix de Valeria Alcazar. La docteure Riva est très coopérative. Combien la paies-tu? La voix d'un homme, probablement Gustavo. Un demi-million de pesos maintenant. Un autre demi-million quand ce sera fini. C'est un prix raisonnable pour assurer l'avenir de l'entreprise. Et si quelqu'un découvre? Sébastien est anéanti, il n'a même pas visité le bébé. Les autres médecins ne remettent pas en question la chef de néonatologie. Et même si quelqu'un soupçonnait quelque chose, que pourrait-il prouver? Ce ne sont que des décisions médicales, des traitements qui n'ont pas fonctionné. Une tragédie inévitable. Parfois, tu me fais peur, Valeria. Quelqu'un doit avoir le cran de faire le nécessaire. Tu veux être l'héritier de papa? Eh bien, c'est le prix à payer. Les pas s'éloignèrent. Béatrice sortit de la cabine avec des jambes tremblantes. Elle venait d'entendre une confession de meurtre prémédité et elle l'avait tout enregistré sur son téléphone, mais lorsqu'elle vérifia l'enregistrement, son cœur se serra. L'audio était étouffé par le son du ventilateur de la salle de bain. Les voix étaient à peine des murmures, inintelligibles. Cela ne servait pas de preuve. Béatrice appuya son front contre le miroir de la salle de bain et respira profondément. Elle ne pouvait pas abandonner, n'est-ce pas? Maintenant,
ce bébé dépendait d'elle. Cette nuit-là, lorsqu'Elena Fuentes arriva pour son service, Béatrice la trouva dans la salle de repos des médecins. « Nous avons besoin d'un meilleur plan », dit Béatrice. « J'ai entendu Valeria Alcázar tout avouer, mais l'enregistrement ne sert à rien. » Elena pâlit. « 1 demi-million de pesos. Mon Dieu, que faisons-nous maintenant ?» Elena réfléchit un instant. « Nous devons atteindre Don Sébastien. C'est le seul qui peut arrêter cela, mais il est complètement isolé. Valeria et Gustavo contrôlent qui peut le voir. Alors, nous devons trouver un autre moyen de l'atteindre. » Les deux femmes se regardèrent, toutes deux conscientes qu'elles étaient sur le point de franchir une ligne de non-retour. Mais dans l'incubateur du 5e étage, un bébé de 800 grammes continuait de lutter pour vivre et elle ne pouvait pas l'abandonner. Le jeudi se leva, nuageux sur la capitale. Béatrice avait à peine dormi 3 heures, tourmentée par des cauchemars où le bébé cessait de respirer tandis qu'elle courait dans des couloirs interminables sans pouvoir l'atteindre. Elle arriva à l'hôpital à 6 heures du matin et monta directement au 5e étage. Le bébé était toujours là, ses petits poumons luttant contre chaque respiration, mais quelque chose avait changé. Les chiffres sur le moniteur montraient une saturation en oxygène plus basse. 78%. Ils l'ont fait, murmura Béatrice, sentant la rage monter dans sa gorge. Ils ont réduit l'oxygène. Une infirmière passa près d'elle, vérifiant les incubateurs avec une efficacité mécanique. Béatrice reconnut son visage. Infirmière Duran, une femme robuste d'une quarantaine d'années qui travaillait depuis près d'une décennie à l'hôpital. « Excusez-moi, infirmière, ce bébé va bien ?» L'infirmière Duran la regarda avec agacement. « Et qu'est-ce que ça vous fait ? Faites votre travail et laissez-nous faire le nôtre. » Béatrice baissa la tête et s'éloigna, mais elle remarqua quelque chose. L'infirmière avait évité de regarder directement dans l'incubateur. Il y avait de la culpabilité dans ses yeux. Béatrice passa le reste de la matinée à travailler au 7e étage, mais son esprit était ailleurs. Elle avait besoin d'accéder au dossier médical du bébé, de voir exactement quels ordres avaient été donnés, qui les avait autorisés, mais les dossiers étaient sur des ordinateurs protégés par des mots de passe, hors de sa portée. À 10 heures du matin, alors qu'elle vidait la poubelle de la salle des infirmières, elle entendit une conversation qui lui glaça le sang. « Vous avez vu le père hier ?» demandait une jeune infirmière à sa collègue. Don Sébastien, pauvre homme, il est anéanti. Il est venu à l'hôpital, mais Doña Valeria ne l'a pas laissé entrer voir le bébé. Comment ça, elle ne l'a pas laissé? C'est son fils. Elle a dit qu'il n'était pas en état émotionnel, que le voir dans cet état le détruirait davantage. Elle a convaincu les agents de sécurité qu'elle avait un ordre médical. Ce n'est pas légal. Et qui va affronter les Alcázar? Ils contrôlent la moitié des sociétés pharmaceutiques du pays. Béatrice serra fortement le sac poubelle. Valeria ne tuait pas seulement le bébé, elle isolait aussi le père pour qu'il ne puisse pas intervenir. C'était une stratégie parfaitement calculée. Elle termina son service à 15 heures, mais au lieu de partir, elle se rendit à la cabine téléphonique publique située au coin de l'hôpital. Elle composa le numéro d'Elena Fuentes que la docteure lui avait donné la nuit précédente. « Docteur Fuentes, c'est Béatrice. Dieu merci, j'allais vous appeler. Nous avons un problème. » Que s'est-il passé? J'ai revu le dossier du bébé ce matin. Ils utilisent un cocktail de sédatifs très agressif, des doses qui n'ont aucun sens pour son poids. Ils le maintiennent pratiquement inconscient. Pourquoi? Pour qu'il ne lutte pas, pour que son corps n'active pas les mécanismes de survie. En gros, ils éteignent son instinct de vie. La voix d'Elena tremblait de fureur. Et il y a plus. J'ai trouvé un ordre signé par la docteure Riva pour effectuer une extubation programmée demain à 10 heures du matin. Qu'est-ce que ça signifie? Cela signifie qu'ils vont lui retirer le respirateur. Avec ses poumons immatures et la dose de sédatif qu'ils lui donnent, il ne pourra pas respirer seul. Il mourra en quelques minutes. Béatrice sentit ses genoux fléchir. Elle s'appuya contre le mur de la cabine téléphonique. Nous devons faire quelque chose. Je sais, mais quoi? Nous n'avons pas de preuves solides. Tout ce que nous avons, ce sont des soupçons et un enregistrement inaudible. Si nous allons aux autorités sans preuves concrètes, les Alcázar nous écraseront. Béatrice réfléchit rapidement. Sa grand-mère disait toujours que lorsque tu ne peux pas abattre un mur de front, tu cherches une fissure. Docteur,
Qui d'autre est au courant de cela? Que voulez-vous dire? Dans un hôpital, rien ne se fait en secret complet. Il doit y avoir d'autres personnes impliquées ou du moins qui soupçonnent quelque chose. Infirmières, techniciens, d'autres médecins. Elena resta silencieuse un instant. Vous avez raison. Le technicien respiratoire Mario Torres, celui que j'ai entendu discuter avec la docteure Riva, il sait que quelque chose ne va pas. Et l'infirmière de nuit, Adleda Ramos, m'a dit hier qu'elle trouvait étrange qu'un bébé si grave ait si peu de visites médicales. Nous devons leur parler seuls. Là où personne ne peut nous entendre. C'est risqué. Tout cela est risqué. Mais si nous ne faisons rien, ce bébé mourra demain. Elles convinrent de se retrouver cette nuit-là à la cafétéria de l'hôpital, après le changement de service. Béatrice raccrocha le téléphone et retourna au bâtiment. Sa détermination renouvelée. Elle avait 5 heures pour se préparer. Elle passa le reste de l'après-midi à observer. Elle mémorisa les horaires des gardes de sécurité, les itinéraires des infirmières, les moments où les couloirs étaient vides. Elle identifia les caméras de sécurité et leurs angles morts. À 20 heures, la cafétéria de l'hôpital était presque vide. Elena arriva la première, vêtue de vêtements de ville au lieu de sa blouse blanche. Quelques minutes plus tard, un homme d'une quarantaine d'années, avec une barbe épaisse et les épaules tombantes, apparut. Mario Torres, le technicien respiratoire. Merci d'être venu, dit Elena. Mario s'assit, ses yeux se déplaçant nerveusement. Cela pourrait me coûter mon travail. Cela pourrait nous coûter plus que ça, répondit Elena. Mais il y a une vie en jeu. Pendant les 20 minutes suivantes, Elena et Béatrice lui expliquèrent tout ce qu'elles savaient. Mario écouta en silence. Son visage de plus en plus pâle. Mon Dieu. Je savais que quelque chose n'allait pas, mais je pensais que c'était juste de l'incompétence ou une pression sur les coups. Je n'ai jamais imaginé que ce serait ça. Pouvez-vous nous aider? Demanda Béatrice. Mario passa ses mains sur son visage. Je ne sais pas comment. Je suis un technicien. Je n'ai pas l'autorité pour changer des ordres médicaux. Mais vous avez accès aux équipements, dit Elena, et vous connaissez les protocoles. Y a-t-il un moyen de retarder l'extubation, de gagner du temps? Pourriez-vous signaler une panne technique du ventilateur? Forcer à en apporter un nouveau. Ça pourrait nous donner quelques heures, peut-être une demi-journée. C'est déjà ça. La porte de la cafétéria s'ouvrit et une femme d'une cinquantaine d'années, mince, aux cheveux gris attachés en chignon, entra. Infirmière Adleda Ramos. Elena l'avait contactée auparavant. Adleda s'assit avec eux, regardant autour d'elle avec prudence. J'ai 15 minutes avant que mon service ne commence. De quoi avez-vous besoin? Béatrice lui expliqua la situation. Adleda écouta avec une expression sérieuse. J'ai 30 ans en néonatologie. J'ai tout vu, mais ça. Elle secoua la tête. La docteure Riva était une excellente docteure. Je n'arrive pas à croire qu'elle soit tombée si bas. L'argent fait des choses terribles aux gens, dit Elena. Que puis-je faire pour aider? Nous avons besoin de documentation, de photographie des ordres médicaux, des doses de médicaments, de tout ce qui semble anormal. Adleda hocha lentement la tête. Je peux faire ça. J'ai accès au poste de soins et je peux prendre des photos avec mon portable, mais si je me fais prendre. Je sais. Et je ne vous en voudrais pas si vous décidez de ne pas le faire. Adleda regarda Béatrice. Vous êtes la femme de ménage du 7e étage, n'est-ce pas? Je vous ai toujours vu travailler. Si silencieuse, si discrète. Oui, Sonora. Ma mère était femme de ménage. Elle a travaillé jusqu'à 70 ans pour nous donner, à mes frères et à moi, une éducation. Je sais ce que ça signifie de tout risquer pour faire ce qui est juste. Adleda se leva. Vous aurez vos photographies avant l'aube. Quand Adleda partit, les 4 conspirateurs échangèrent des regards. Ils avaient franchi le point de non-retour. Nous devons toujours atteindre Don Sébastien, dit Béatrice. C'est la seule façon d'arrêter cela légalement. Valeria a des gardes contrôlant ses visites. Nous ne pouvons pas l'approcher à l'hôpital. Alors nous devons le trouver en dehors de l'hôpital. Elena sortit son téléphone et chercha sur Internet. Selon ça, Don Sébastien est hébergé dans sa résidence de Quimbre de Santa Fe. C'est une forteresse. Sécurité privée, Muro,
caméra partout. Béatrice pensa à sa grand-mère, à toutes les histoires qu'elle lui racontait sur la façon dont les peuples indigènes avaient survécu des siècles d'oppression, en étant invisibles, en se déplaçant dans l'ombre, en utilisant les attentes des puissants contre eux. Les riches ont des employés, dit Béatrice lentement. Cuisinières, chauffeurs, jardiniers, des gens invisibles pour eux, mais qui sont partout. Connaissez-vous quelqu'un qui travaille là-bas? Non, mais je connais quelqu'un qui peut le savoir. Cette nuit-là, Béatrice prit 3 bus pour se rendre à la Colonia Doctor, où vivait sa cousine Jimena. Jimena travaillait dans une agence de placement d'employés de maison et connaissait pratiquement toutes les travailleuses domestiques des quartiers riches de la ville. « Cousine, qu'est-ce qui t'amène ici si tard ?» Jimena ouvrit la porte en robe de chambre et pantoufles. « J'ai besoin d'une faveur, une très grande faveur. » Elles s'assirent dans le petit salon tandis que Béatrice expliquait ce dont elle avait besoin, omettant les détails les plus dangereux. Jimena écouta en fronçant les sourcils. La famille Alcazar. Je connais 2 femmes qui travaillent dans cette maison. Cecilia, la cuisinière, et Gloria, la responsable du nettoyage. De bonnes travailleuses. Mais, Béatrice, dans quoi te fourres-tu? Dans quelque chose que je dois faire. Peux-tu me trouver le contact de l'une d'elles? Jimena la regarda un long moment. Tu es comme ta grand-mère, têtue comme une mulet avec un cœur trop grand pour ton propre bien. Elle soupira. Donne-moi un instant. 10 minutes plus tard, Béatrice avait le numéro de téléphone de Cecilia Monte, cuisinière de la famille Alcazar depuis 15 ans. Béatrice l'appela depuis le téléphone de Jimena. Allô, Doña Cecilia, mon nom est Béatrice Solano, je travaille à la clinique centrale. J'ai besoin de vous parler de quelque chose de très important concernant Don Sébastien et son bébé. Il y eut un long silence de l'autre côté de la ligne. Comment avez-vous eu mon numéro? Ma cousine Jimena de l'agence. Un autre silence. Écoutez, je ne sais pas ce qui se passe, mais quelque chose ne va vraiment pas dans cette maison. Don Sébastien est comme mort-vivant, enfermé dans sa chambre. Doña Valeria contrôle tout, elle ne laisse personne l'approcher et j'ai entendu des choses. Quel genre de choses? Des conversations, des plans, des choses que j'ai peur de répéter. La voix de Cecilia tremblait. Ce bébé est en danger, n'est-ce pas? Oui. Et j'ai besoin que Don Sébastien le sache. C'est le seul moyen de le sauver. Que voulez-vous que je fasse? Béatrice lui expliqua son plan. C'était risqué. Cela dépendait de trop de variables, de trop de chances, mais c'était tout ce qu'elles avaient. C'est dangereux, dit Cecilia finalement. Je sais. Si Doña Valeria l'apprend, elle me virera. Peut-être pire. Je comprends si vous ne voulez pas le faire. Cecilia respira profondément. Ma fille a eu un bébé prématuré il y a 3 ans. Il est resté 2 mois à l'hôpital. Je sais ce que c'est de voir un enfant lutter pour chaque respiration. Si je peux aider à sauver ce bébé, je le ferai. Béatrice sentit des larmes lui brûler les yeux. Merci, Doña Cecilia, que Dieu vous bénisse. Quand elle raccrocha, Jimena l'embrassa. Fais attention, cousine. Les riches ne pardonnent pas quand les pauvres osent les défier. Je sais, mais il y a des choses plus importantes que la sécurité. Béatrice rentra chez elle près de minuit. Ses enfants dormaient déjà. Elle s'assit à la table de la cuisine, regardant la photographie de sa grand-mère. J'espère faire ce qu'il faut, Abuelita. J'espère avoir ne serait-ce qu'une fraction de votre courage. Le lendemain serait le jour décisif. Soit elle sauvait le bébé, soit elle tombait tout en essayant. Le vendredi se leva avec un soleil éclatant qui contrastait brutalement avec l'obscurité de ce qui allait arriver. Béatrice arriva à l'hôpital à 5h30 du matin, une demi-heure plus tôt que d'habitude. Chaque muscle de son corps était tendu comme une corde de guitare. Adleda Ramos l'attendait dans les toilettes du 3e étage, loin des caméras de sécurité. Je l'ai eu, murmura-t-elle en sortant son téléphone portable. J'ai tout pris en photo. Les ordres médicaux, les doses de sédatifs, les registres des signes vitaux, tout. Béatrice examina les images sur le petit écran. Là, en noir et blanc, la preuve qu'il sédait excessivement le bébé, réduisant son oxygène, lui refusant des traitements qui pourraient le sauver. Combien d'images? 47. Je les ai envoyées à une adresse email temporaire, comme me l'a indiqué la docteure Fuentes. Vous êtes courageuse, Doña Adleda.
L'infirmière sourit tristement. Je ne me sens pas courageuse, je me sens terrifiée, mais je ne pouvais pas rester silencieuse pendant qu'il tuait cet enfant. Elles se séparèrent. Béatrice monta au 7e étage et commença sa routine de nettoyage, mais son esprit était ailleurs. Selon le plan, Mario Torres signalerait une panne du ventilateur à 9 h du matin, juste avant l'extubation programmée. Cela leur donnerait du temps, peut-être 2 ou 3 heures, le temps d'obtenir un ventilateur de remplacement. Pendant ce temps, Cecilia essaierait de faire parvenir un message à Don Sébastien, un message simple, votre fils est en danger. Allez à l'hôpital maintenant. Ne faites confiance à personne de votre famille. C'était un plan fragile, dépendant de trop de facteurs externes, mais c'était tout ce qu'elles avaient. À 8 h du matin, Béatrice nettoyait près de la salle d'attente VIP lorsqu'elle vit Valeria Alcázar sortir de l'ascenseur. Elle portait un tailleur noir impeccable, des talons hauts, des cheveux blonds parfaitement coiffés, l'image même du pouvoir et du contrôle. Valeria marcha directement vers le bureau de la docteure Riva. Béatrice s'approcha avec son chariot, se positionnant près de la porte entr'ouverte. « Tout est prêt pour 10 heures ?» dit la docteure Riva. « Parfait. J'ai préparé le communiqué de presse. » Malgré les efforts héroïques de l'équipe médicale de la clinique centrale, le bébé de Don Sébastien Alcázar est décédé en raison de complications liées à sa naissance prématurée. La famille demande de l'intimité en ces moments difficiles et Don Sébastien reste sous sédatif chez lui. Le docteur Cardenas lui administre suffisamment d'anxiolytiques pour le maintenir gérable. Au moment où il se rendra compte de ce qui s'est passé, il sera trop tard pour poser des questions. Béatrice sentit des nausées. Non seulement il tuait le bébé, mais il droguait aussi le père. Et le transfert sera effectif cet après-midi, comme convenu, un demi-million de pesos sur mon compte aux Bermudes. Docteur Riva, ce fut un plaisir de faire affaire avec vous. Les deux femmes rirent. Un rire froid, vide d'humanité. Béatrice s'éloigna avant qu'elle ne sorte. Ses mains tremblaient tellement qu'elle pouvait à peine tenir la serpillière. Elle avait tout entendu, mais encore une fois, elle n'avait aucun moyen de le prouver. Elle monta au 5e étage. Le bébé était toujours dans son incubateur, connecté à des machines qui maintenaient sa fragile vie. Béatrice s'approcha du verre et son cœur s'arrêta presque. Le petit semblait pire que la dernière fois, plus maigre, plus fragile, avec la peau presque translucide. Les moniteurs affichaient des chiffres inquiétants. Le docteur Salgado commença son examen, examinant le bébé avec une minutie méticuleuse tandis qu'Elena prenait des notes et des photographies. Le silence dans la salle était dense comme le brouillard. Après 20 minutes, Salgado se redressa avec une expression grave. Ce bébé est délibérément sous-alimenté. L'alimentation intraveineuse est insuffisante pour son poids et son âge gestationnel. De plus, je trouve des niveaux inexplicables de sédatifs dans son système. Et le plus alarmant, il y a des signes précoces de pneumonie, complètement traitables, mais qui n'est pas traité. C'est ridicule, intervint le docteur Beltran. Nous suivons tous les protocoles. Protocole de quoi? De négligence homicide. La voix d'Elena tremblait de fureur. Ce bébé devrait être dans un état stable avec des soins appropriés. Au lieu de cela, il meurt lentement. Valeria s'avança, son masque de calme commençant à se fissurer. Vous inventez des accusations sans fondement. Mon neveu reçoit les meilleurs soins possibles. Votre neveu est assassiné systématiquement, dit Salgado avec une froideur clinique. Et j'ai l'obligation légale de le signaler, commandant. Valeria se tourna vers Vega. J'espère que vous avez une ordonnance du tribunal pour emmener ce bébé, car sinon je vais. Je l'ai. Vega sortit un autre document, une ordonnance de garde temporaire d'urgence. Le bébé est transféré à l'hôpital métropolitain jusqu'à ce que la situation légale de son père soit résolue. Le visage de Valeria se contracta en un masque de haine pure. Vous allez le regretter. Vous tous. Vous avez une idée à qui vous vous attaquez? Oui, répondit Béatrice, se surprenant elle-même à parler. À quelqu'un qui a planifié d'assassiner un bébé innocent pour de l'argent, à quelqu'un qui a drogué son propre beau-frère pour lui enlever son fils, à quelqu'un qui a soudoyé des médecins et menacé des témoins. Valeria la regarda avec un mépris absolu. Toi, une simple femme de ménage, tu crois que ta parole vaut quelque chose? Tu crois que tu peux détruire ma famille? Je n'ai pas besoin de la détruire. Vous l'avez fait vous-même. Un instant, il sembla que Valeria allait l'attaquer physiquement, mais elle se retint,
respirant profondément. Cela ne se termine pas ici. Vous avez raison, intervint Vega. Cela ne fait que commencer. Valeria Alcázar est arrêtée pour conspiration en vue de commettre un homicide, corruption de fonctionnaires publics et enlèvement. Vous avez le droit de garder le silence. Vous ne pouvez pas faire ça. J'ai l'immunité diplomatique. Mon mari est ambassadeur. Votre mari a démissionné de son poste il y a 3 heures lorsqu'il a appris ce que vous avez fait et a demandé le divorce. Vega fit un signe à ses agents. Emmenez-la. Tandis qu'il menottait Valeria, elle criait des menaces et des obscénités. Béatrice la regarda être emmenée hors de la salle, ressentant un mélange étrange de satisfaction et de tristesse. Elena lui toucha le bras. Nous l'avons fait. Nous avons sauvé le bébé. Pas encore. Pas tant qu'il n'est pas hors de danger. Le docteur Salgado préparait le bébé pour le transfert, le connectant à un système de soutien portable avec une nutrition appropriée, des antibiotiques pour la pneumonie et des soins intensifs adéquats. Il a de bonnes chances de récupération complète, mais il avait besoin de cette intervention. Quelques jours de plus et il aurait été trop tard. Béatrice s'approcha de l'incubateur. Le bébé avait les yeux fermés, respirant avec difficulté. Elle posa sa main sur le verre. Tu es en sécurité, petit guerrier. Tu es en sécurité. Une ambulance transporta le bébé à l'hôpital métropolitain, escorté par des patrouilles. Béatrice et Elena voyagèrent avec lui, surveillant chaque battement, chaque respiration. Dehors, devant la clinique, les journalistes se sont précipités sur elles en sortant. Des questions criaient de toutes les directions, des flashs d'appareils photo, des microphones poussés sur leur visage. Madame Solano, est-il vrai que Valeria Alcázar a tenté de tuer le bébé? Comment vous sentez-vous face à l'une des familles les plus puissantes du pays? Avez-vous peur des représailles? Navarro tenta de leur ouvrir un passage, mais Béatrice s'arrêta. Elle regarda directement les caméras. J'ai juste fait ce que n'importe quelle personne décente ferait, défendre quelqu'un qui ne pouvait pas se défendre seul. Et mon message à tous est le suivant, peu importe l'argent ou le pouvoir de quelqu'un, personne n'est au-dessus de la loi. Personne n'a le droit de jouer avec des vies humaines. Cette nuit-là, sa déclaration devint virale. Des millions de vues sur les réseaux sociaux, des hashtags de soutien, des mèmes la célébrant comme une héroïne populaire. Mais dans son petit appartement, entourée d'agents de protection, Béatrice ne se sentait pas comme une héroïne. Elle se sentait épuisée, effrayée et vide. Son téléphone sonna. C'était Jimena. Cousine, Carlos et Laura vont bien. Ils veulent te parler. Quand elle entendit les voix de ses enfants, Béatrice se permit enfin de pleurer. Maman, nous t'avons vu aux nouvelles. Nous sommes si fiers de toi. Je vous aime tellement. Tout cela, c'était pour vous, pour que vous viviez dans un monde où la justice signifie quelque chose. Après avoir raccroché, elle s'assit près de la fenêtre, regardant la ville nocturne. Quelque part là-bas, à l'hôpital métropolitain, un bébé luttait pour vivre. Et ailleurs, dans un manoir de Quimbre de Santa Fe, un père drogué et prisonnier attendait d'être libéré. La bataille était loin d'être terminée, mais pour la première fois depuis des jours, Béatrice ressentit quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Le lundi matin, le pays se réveilla avec des titres qui le secouèrent. Chute de l'Empire Alcázar. Héritière arrêtée pour tentative d'homicide. L'employé de maison qui a révélé la corruption millionnaire. Bébé Alcázar lutte pour sa vie tandis que le père reste captif. Béatrice était à l'hôpital métropolitain, assise dans la salle d'attente de l'unité néonatale. Elle y était depuis 5 heures du matin, incapable de dormir, ayant besoin de voir de ses propres yeux que le bébé était vraiment en sécurité. Elena sortit de la salle avec un sourire fatigué. Il répond bien. La fièvre a baissé. La saturation en oxygène s'améliore. Salgado dit que c'est un lutteur né. Puis-je le voir? Viens, Béatrice. Elle enfila une blouse et un masque stérile. L'unité néonatale de l'hôpital métropolitain était plus ancienne que celle de la clinique centrale, sans le luxe et les finitions coûteuses. Mais il y avait quelque chose de plus important, l'honnêteté. Des médecins et des infirmières travaillant pour sauver des vies, pas pour percevoir des pots de vin. Le bébé était dans une nouvelle couveuse, entouré de moniteurs, mais quelque chose avait changé. Il ne ressemblait plus à une figure fragile au bord de la mort. Il y avait de la couleur sur ses joues, de la force dans ses petits mouvements.
Bonjour, petit, murmura Béatrice. Regarde-toi, tu as l'air déjà mieux. Comme s'il l'entendait. Le bébé ouvrit les yeux. Ses yeux bruns foncés qu'il avait hérités de sa mère. Il a un nom, demanda Béatrice. Elena secoua la tête. Don Sébastien n'a jamais eu l'occasion de l'enregistrer. Officiellement, c'est le bébé Alcazar de sexe masculin. Cela doit changer. À ce moment, le commandant Vega entra dans la salle avec le licencié Navarro. Mesdames, j'ai des nouvelles. Don Sébastien Alcazar a été libéré il y a 1 heure. Béatrice sentit son cœur faire un bond. Il va bien physiquement? Oui. Mentalement, il est en train de tout assimiler. Il a passé la dernière semaine drogué, manipulé, tandis que sa belle-sœur tentait de tuer son fils. Ce n'est pas facile à digérer. Il est en route. Il veut voir son fils immédiatement. Vega fit une pause et ajouta, et il veut rencontrer la femme qui l'a sauvé. Une demi-heure plus tard, Don Sébastien Alcazar arriva à l'hôpital. Béatrice le reconnut à peine. L'homme qu'elle avait vu cette nuit-là dans la salle d'attente VIP, élégant et puissant, s'était transformé en une version amaigrie de lui-même. Il avait perdu du poids. Son costume pendait sur son corps. Des cernes profonds encadraient des yeux vitreux par des jours de sédation forcée. Mais lorsqu'il entra dans l'unité néonatale et vit son fils, quelque chose s'alluma sur son visage, la vie revenant à un homme qui avait été mort à l'intérieur. « Mon fils » murmura-t-il en s'approchant de l'incubateur à pas tremblants. « Mon petit-fils. » Il resta là, les larmes coulant sur ses joues, observant chaque respiration du bébé comme si c'était un miracle. « Monsieur Alcazar. » Elena s'approcha doucement. « Votre bébé est hors de danger immédiat. Avec le traitement approprié, il a un excellent pronostic de récupération complète. Puis-je le toucher? Bien sûr. Elena lui montra comment passer les mains par les ouvertures de l'incubateur. Don Sébastien toucha la minuscule main de son fils avec un doigt. Le bébé serra immédiatement son petit poing autour de lui. Ce fut ce simple geste qui brisa finalement Don Sébastien. Il sanglota ouvertement, son corps secoué par la force de ses pleurs. « Je suis tellement désolé, Lorena. Je suis désolé de ne pas avoir été là pour le protéger. Je suis désolé d'avoir été si faible. » Béatrice sentit des larmes lui brûler les propres yeux. Elle sortit discrètement de la salle pour lui donner de l'intimité. Dehors, dans le couloir, Navarro l'attendait. « Béatrice. J'ai besoin de te parler de quelque chose d'important. » Que se passe-t-il? Gustavo Alcazar s'est rendu ce matin. Il coopère avec le procureur, donnant des noms, des détails sur tout le réseau de corruption en échange d'une peine réduite. Et la docteure Riva, arrêtée hier soir alors qu'elle tentait d'embarquer sur un vol pour le Costa Rica, avait 1 demi-million de pesos en espèces dans ses bagages. Navarro sourit avec satisfaction. Le bâtiment entier s'effondre. D'autres médecins de l'hôpital démissionnent, des administrateurs disparaissent. Même certains politiciens sont sous enquête. Que va-t-il arriver à Valeria? Elle fait face à de graves accusations. Conspiration en vue de commettre un homicide, enlèvement, corruption, détournement de fonds publics. Son équipe juridique tente de négocier, mais avec le témoignage de Gustavo contre elle et toutes les preuves documentaires, elle n'a aucune échappatoire, elle passera probablement des décennies en prison. Béatrice hocha la tête, ressentant un mélange complexe d'émotions, satisfaction pour la justice rendue, mais aussi tristesse pour les vies détruites, les trahisons familiales, la méchanceté que l'argent pouvait éveiller chez les gens. Et nous, les témoins? Les poursuites contre vous ont été retirées. En fait, Don Sébastien veut vous parler de quelque chose. De quoi? Mieux vaut qu'il vous le dise lui-même. 20 minutes plus tard, Don Sébastien sortit de l'unité néonatale. Il avait l'air un peu plus calme, comme si voir son fils vivant lui avait donné une nouvelle force. Madame Solano, enfin nous nous rencontrons correctement. Il lui tendit la main. Béatrice la serra, sentant la fermeté de sa prise malgré tout ce qui s'était passé. Comment va votre fils, monsieur? Vivant. Grâce à vous. Les médecins m'ont tout raconté, comment vous l'avez observé, comment vous avez remarqué les irrégularités, comment vous avez risqué votre travail et votre sécurité pour le sauver. Sa voix se brisa. Je n'ai pas de mots pour vous remercier. J'ai juste fait ce qui était juste. C'est plus rare que ça ne devrait l'être. Il ferma les yeux.
Je veux vous dédommager. Votre travail que vous avez perdu à cause de ma famille, les frais légaux, les menaces que vous avez subies. Dites-moi ce dont vous avez besoin et c'est à vous. Béatrice secoua la tête. Je n'ai besoin de rien, monsieur Alcazar. Voir votre fils vivant est une compensation suffisante. S'il vous plaît, permettez-moi au moins d'aider à l'éducation de vos enfants. Je sais qu'ils étudient à l'université. Laissez-moi payer leurs frais de scolarité, leurs dépenses. Béatrice fut sur le point de refuser, mais alors elle pensa à Carlos et Laura, aux nuits qu'elle passait à faire des comptes pour voir comment payer le prochain semestre, au sacrifice que faisaient ses enfants pour ne pas lui demander plus que ce qu'elle pouvait donner. Si vous insistez, ce serait très généreux. C'est fait. Et il y a autre chose. Don Sébastien sortit une enveloppe de sa veste. Ceci est une offre d'emploi chez Pharmaceutica Alcazar, non pas comme femme de ménage, mais comme directrice d'un nouveau département que je vais créer. Éthique et intégrité d'entreprise. Quelqu'un qui veillera à ce que quelque chose comme ça n'arrive plus jamais. Béatrice regarda l'enveloppe, stupéfaite. Monsieur, je n'ai pas d'éducation formelle, j'ai à peine terminé le collège. Vous avez quelque chose de plus précieux que des diplômes universitaires, l'intégrité morale et le courage de faire ce qui est juste, quel qu'en soit le coût. Il se pencha vers elle. Mon entreprise a besoin de changer depuis ses fondations. Elle a besoin de gens comme vous pour guider ce changement. Je ne sais pas quoi dire. Dites oui. Votre salaire sera de 120 000 pesos par mois avec tous les avantages, assurance maladie familiale, fonds d'épargne et toute l'autorité pour licencier quiconque ne respecte pas les normes éthiques, quelle que soit sa position. C'était un chiffre que Béatrice n'aurait jamais imaginé gagner, plus que ce qu'elle avait gagné en des années à nettoyer des sols. Pourquoi moi? Parce que ma femme vous a choisi. Lorena m'a parlé de vous après ce gala de bienfaisance. Elle a dit qu'elle avait rencontré quelqu'un d'extraordinaire, quelqu'un avec une âme vraiment bonne. Les yeux de Don Sébastien brillaient de larmes contenues. Elle a dit que si jamais j'avais besoin de conseils moraux, je devais les chercher chez les gens humbles comme vous, pas dans les cercles de pouvoir où la corruption est la norme. Béatrice se rappela cette nuit-là, le sourire de Lorena. Sa gentillesse sans prétention. C'était une bonne femme. La meilleure, et votre fils grandira en connaissant son histoire. Il verra qu'une femme courageuse nommée Béatrice l'a sauvé quand tous les autres l'ont abandonné. Il a déjà un nom. Don Sébastien sourit pour la première fois. Oui, je l'ai décidé quand je l'ai tenu dans mes bras. Il s'appellera Martin Pilar Alcazar. Martin pour l'espoir et Pilar pour votre grand-mère, parce que sa sagesse a d'une certaine manière traversé les générations pour sauver mon fils. Béatrice porta ses mains à sa poitrine, submergée par l'émotion. Ma grand-mère serait fière. Nous sommes tous fiers. Elena m'a raconté comment vous avez tout organisé, comment chaque personne a risqué quelque chose pour sauver Martin, Mario, Adleda, Cecilia, Carolina, vous méritez tous d'être reconnus. À ce moment, un groupe de journalistes apparut au bout du couloir, retenu par les gardes de sécurité. Monsieur Alcazar, allez-vous faire une déclaration? Don Sébastien regarda Béatrice. M'accompagnez-vous? Ils marchèrent ensemble vers les caméras. Don Sébastien parla d'une voix ferme, sans note, directement du cœur. Je veux que le pays connaisse la vérité. Ma belle famille a tenté d'assassiner mon fils par ambition. Ils ont soudoyé des médecins, manipulé des systèmes, menacé des témoins, mais ils ont échoué grâce au courage de gens ordinaires qui ont refusé de rester silencieux. Il montra Béatrice du doigt. Cette femme, Béatrice Solano, n'avait rien à gagner et tout à perdre, mais elle a pris le risque parce qu'elle savait que c'était ce qu'il fallait faire. Elle est la véritable héroïne de cette histoire et je veillerai à ce que le pays n'oublie jamais son nom. Les caméras se tournèrent vers Béatrice. Elle, qui avait passé 25 ans à être invisible, était soudain le centre de l'attention nationale. Je veux juste dire, commença-t-elle d'une voix tremblante, que nous pouvons tous faire une différence, peu importe qui nous sommes ou le peu de pouvoir que nous avons. Lorsque nous voyons l'injustice, nous avons l'obligation morale d'agir. Et si nous faisons tout cela, si nous refusons tous d'être complices du mal par notre silence, nous pouvons changer le monde. Ces paroles résonneraient dans les journaux télévisés cette nuit-là, sur les réseaux sociaux, dans les conversations familiales à travers le pays. Elles deviendraient un appel à l'action, une inspiration pour d'autres qui faisaient face à des injustices. Mais à ce moment, debout devant les caméras à côté de Don Sébastien,
Béatrice ne pensait qu'au petit Martin luttant pour vivre dans cet incubateur. Elle avait commencé comme une femme de ménage invisible. Elle terminait comme un symbole que le courage pouvait venir de n'importe où et qu'une seule personne prête à parler pouvait tout changer. 3 mois après le procès, le tribunal supérieur de justice de la capitale était en pleine effervescence. C'était le jour du procès contre Valéria Alcázar et ses complices, et les médias de tout le pays couvraient l'événement comme s'il s'agissait du procès du siècle. Béatrice arriva tôt, accompagnée par le licencié Navarro. Elle portait un costume simple que don Sébastien lui avait offert pour l'occasion. Elle se sentait mal à l'aise dans des vêtements si formels, mais Navarro lui avait expliqué que son apparence était importante. Le système judiciaire jugeait encore sur les apparences. Nerveuse, demanda Navarro alors qu'il montait les marches du palais. Terrifiée. C'est normal, mais rappelez-vous, nous avons déjà gagné. Ce n'est qu'une formalité. Avec toutes les preuves, les témoignages et les confessions, il n'y avait aucune chance qu'il soit libéré. Dans la salle d'audience, Béatrice vit des visages familiers. Elena Fuentes était assise à côté du docteur Salgado. Adleda Ramos conversait avec Mario Torres. Cecilia Monte priait en silence, un chapelet entre les mains. Carolina Ojeda prenait frénétiquement des notes, préparant son prochain article. Et au premier rang, don Sébastien tenait Martin dans ses bras. Le bébé avait considérablement grandi en 3 mois, pesant déjà près de 4 kg. Ses joues étaient pleines et rosées. Ses yeux brillaient d'une curiosité enfantine. Il était encore petit pour son âge, mais les médecins étaient stupéfaits par sa récupération. Béatrice. Sébastien se leva quand il la vit entrer. « Regarde, Martin, voici ton ange gardien. » Béatrice prit le bébé dans ses bras. Martin la regarda avec ses yeux bruns intenses et sourit. Ce fut un moment simple, mais profond qui lui rappela pourquoi elle avait tout risqué. « Il est magnifique, chaque jour plus fort. Grâce à toi, je ne pourrai jamais te rembourser ce que tu as fait. » Vous l'avez déjà fait, 120 fois par mois, plaisanta Béatrice, faisant rire Sébastien. Au cours des dernières semaines, Béatrice avait commencé son nouveau travail chez Pharmaceutica Alcázar. Ce fut difficile au début. Les cadres la regardaient avec ressentiment, les employés avec méfiance. Qui était cette femme sans éducation universitaire pour superviser leurs pratiques éthiques? Mais Béatrice ne se laissa pas intimider. Elle examina les contrats, enquêta sur les plaintes, licencia 3 managers corrompus dès sa première semaine. Lentement, elle gagna le respect, non par des titres ou des qualifications, mais par son intégrité inébranlable. Tous debout, le tribunal entre. La juge Isabelle Corona, une femme d'une 60aine d'années, réputée pour sa sévérité implacable, prit place. Elle regarda la salle avec des yeux qui avaient vu trop de corruption au cours de sa longue carrière. Affaire numéro 84 C72-25. L'État contre Valéria Alcázar est complice. Les accusés sont-ils présents? Valéria entra, escortée par des gardes. La transformation était frappante. La femme élégante et imposante était devenue une figure amaigrie, sans maquillage, sans ses vêtements de marque, vêtue de l'uniforme gris de la prison. Mais dans ses yeux brûlait toujours cette haine féroce. Derrière elle entrèrent Gustavo Alcázar, la docteure Riva, le docteur Cardenas, l'infirmière Duran et l'administrateur de la clinique centrale. Tous semblaient abattus, sauf Valéria. « Monsieur Alcázar, » commença la juge, « vous êtes accusé de conspiration en vue de commettre un homicide au degré de tentative, d'enlèvement, de corruption de fonctionnaires publics, de fraude et d'association de malfaiteurs. Comment plaidez-vous » Valéria leva le menton, défiante. Innocente, complètement innocente. Un murmure parcourut la salle. Tous s'attendaient à ce que Valéria négocie comme l'avait fait Gustavo. Son avocat lui expliqua les preuves contre elle. Mon avocat est incompétent, mais peu importe. Cette farce de procès est une persécution politique. Ma famille a servi ce pays pendant des générations et c'est ainsi qu'il nous paie. La juge Corona frappa son marteau. Gardez vos discours pour votre déclaration fiscale. Poursuivez votre dossier. Le procureur général, le procureur Cervantes, était un homme méticuleux qui avait monté le dossier pendant des mois. Il présenta les virements bancaires, les courriers électroniques, les photographies médicales, les enregistrements audio qui avaient finalement été nettoyés et clarifiés. Les preuves montrent un schéma clair et délibéré, expliqua Cervantes en projetant des documents sur un grand écran.
Madame Alcazar a transféré 450 000 pesos sur le compte de la docteure Riva la veille de la naissance du bébé, puis 50 000 autres le lendemain. Les courriers électroniques discutent explicitement d'assurer que le problème se résolve naturellement. Il montra les messages textes entre Valeria et Gustavo. Tout est arrangé. Cela ne passera pas cette semaine. Ce sont les mots textuels de l'accusé. Puis vinrent les témoignages. Elena Fuentes expliqua les décisions médicales inexplicables. Le docteur Salgado détailla la dénutrition délibérée et la pneumonie non traitée. Adleda Ramos pleura en décrivant comment on l'avait forcé à augmenter les sédatifs contre son jugement professionnel. Mario Torres révéla les menaces qu'il avait reçues lorsqu'il avait remis en question les protocoles. Cecilia Montt raconta comment elle avait trouvé les documents incriminants et comment elle avait vu Don Sébastien être systématiquement drogué. Chaque témoignage était une brique de plus dans le mur de preuves qui ensevelissait les accusés. Mais le moment le plus marquant arriva lorsque Béatrice fut appelée à la barre. Elle s'avança, les jambes tremblantes. Elle jura de dire la vérité, la main sur une Bible usée, la même qui avait appartenu à sa grand-mère. Madame Solano, commença Cervantes, racontez à la cour comment vous vous êtes impliquée dans cette affaire. Béatrice inspira profondément et commença son histoire. Elle parla de cette nuit pluvieuse où elle avait entendu la conversation dans la salle VIP, de l'image du bébé luttant dans son incubateur, de la décision d'agir alors qu'il aurait été plus facile de regarder ailleurs. Pourquoi l'avez-vous fait? Demanda Cervantes. Vous ne connaissiez pas cette famille. Vous n'aviez aucune obligation de risquer votre travail, votre sécurité, le bien-être de vos propres enfants. Parce que ce bébé n'avait personne d'autre. Et parce que ma grand-mère m'a appris que lorsque vous voyez le mal et que vous ne faites rien, vous devenez complice de ce mal. À un moment donné, vous ont-ils menacé? Oui. J'ai reçu des messages menaçant mes enfants si je ne me taisais pas, et vous avez quand même continué. Non pas par courage, par peur. Peur de vivre, en sachant que j'aurais pu sauver une vie et que je ne l'ai pas fait. Cette peur était pire que n'importe quelle menace. Le silence dans la salle était absolu. Plusieurs des assistants avaient les larmes aux yeux. Merci, Madame Solano. Pas d'autres questions. L'avocat de la défense de Valeria, un homme en costume coûteux et au sourire de requin, s'approcha de Béatrice. Madame Solano, est-il vrai que vous travaillez maintenant pour la compagnie de Monsieur Alcazar? Oui. Gagnant un salaire considérable. Correct? Je gagne ce que je mérite pour mon travail. C'est pratique. Vous inventez des accusations contre ma cliente et vous vous retrouvez avec un travail luxueux. Son ton était accusateur. N'est-il pas possible que tout cela soit un complot pour vous enrichir personnellement? Béatrice le regarda directement dans les yeux. J'ai perdu mon emploi précédent pour avoir fait ce qui était juste. J'ai été poursuivi en justice, menacé. J'ai mis ma famille en danger. Si je voulais m'enrichir, j'aurais accepté de l'argent de votre cliente pour me taire. Cela aurait été plus facile et plus sûr. Mais vous n'avez pas de preuve de ces prétendues menaces. J'ai les messages textes, ils sont dans le dossier de l'affaire. Vous ne les avez pas consultés. L'avocat pâlit. Manifestement, il ne les avait pas consultés. Pas d'autres questions, murmura-t-il en retournant à sa place. Lorsque Béatrice descendit de la barre, Sébastien lui serra l'épaule. Martin tendit ses petits bras vers elle et Béatrice le prit dans ses bras, sentant le poids réconfortant du bébé contre sa poitrine. Le procès continua pendant 2 jours de plus. Gustavo Alcazar témoigna contre sa sœur, révélant des conversations où Valeria parlait ouvertement d'éliminer l'obstacle pour assurer son contrôle de l'entreprise. Le docteur Cardenas, effondré et en larmes, admit avoir drogué Don Sébastien sous les ordres de Valeria en échange de contrats lucratifs pour sa clinique psychiatrique privée. La docteure Riva tenta de se justifier en disant qu'elle croyait sincèrement que le bébé ne survivrait de toute façon pas, mais les dossiers médicaux prouvaient le contraire. Finalement, le moment du verdict arriva. La juge Corona examina les documents devant elle pendant un long moment, puis leva les yeux. Au cours de ma carrière, j'ai vu de nombreux cas de corruption, d'ambition, de cruauté, mais peu d'entre eux étaient aussi froidement malveillants que celui-ci. Les accusés ont conspiré pour tuer un bébé sans défense, non par haine ou passion, mais par simple cupidité. Elle regarda directement Valeria. Valeria Alcazar. Je vous déclare coupable de tous les chefs d'accusation. Elle la condamna à 30 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle. Valeria ne montra aucune réaction,
fermant simplement les yeux. Docteur Riva, coupable, 20 ans de prison et révocation permanente de votre licence médicale. Docteur Cardenas, coupable, 15 ans et révocation de licence. Un par un, elle prononça les peines. Seule l'infirmière Douran reçut clémence, 5 ans avec sursis, car il fut démontré qu'elle avait agi sous contrainte. Et je tiens à ce qu'il soit consigné au procès-verbal, conclut la juge, que cette affaire a été résolue grâce au courage de citoyens ordinaires qui ont refusé d'être complices du silence. Béatrice Solano, Elena Fuentes, Adleda Ramos, Mario Torres, Cecilia Monte, Carolina Ojeda. Vous représentez le meilleur de notre société. Les médias explosèrent, flash d'appareils photo, journalistes criant des questions, mais Béatrice ne voulait que sortir de là. Dehors, devant le palais, le soleil brillait sur une ville qui sentait pour la première fois depuis longtemps que la justice était possible. Don Sébastien serra Béatrice dans ses bras. C'est fini. Enfin, c'est fini. Non, dit Béatrice en regardant Martin. Ça ne fait que commencer. Maintenant, il faut reconstruire. Et elle avait raison. Le procès était la fin d'une histoire, mais le début d'une autre. 1 an après le procès, Béatrice se réveilla au son insistant de son réveil à 6 heures du matin, mais cette fois non pas dans son petit appartement de San Cosme, mais dans une maison confortable de 3 pièces dans la colonia Narvart, qu'elle avait achetée avec ses économies de son nouveau travail. Elle se prépara un café et sortit dans le petit jardin. Elle avait encore du mal à croire qu'elle avait un jardin, que ses enfants avaient leur propre chambre, qu'elle n'avait plus à compter les pièces pour le bus. Carlos terminait sa dernière année d'ingénierie avec mention. Laura avait été acceptée dans un programme de spécialisation en soins infirmiers néonatales, inspiré par tout ce qu'elle avait vu. Tous deux avaient grandi en voyant leur mère devenir un symbole national d'intégrité. Son téléphone sonna. C'était Elena. Bonjour, chef. Béatrice sourit. Elena était maintenant la directrice de néonatologie de l'hôpital métropolitain, poste qu'elle avait assumé après la réforme de tout le système de santé privé suite au scandale. Chef, c'est vous la docteure ici, mais c'est vous qui avez changé le système. Prête pour aujourd'hui. Prête. Aujourd'hui était un jour spécial. On inaugurait le centre médical Lorena Alcazar, un hôpital public de dernière génération dédié aux soins maternels et infantiles, entièrement gratuit pour les familles à faible revenu. Don Sébastien avait fait don de la moitié de sa fortune personnelle pour le construire, en plus de réformer complètement Pharmaceutica Alcazar. Béatrice enfila le même costume qu'elle avait porté au procès, maintenant son uniforme de combat dans sa guerre contre la corruption d'entreprise. Au cours de la dernière année, elle avait dénoncé 3 autres stratagèmes de corruption dans l'industrie pharmaceutique. Elle avait licencié 24 cadres corrompus et avait mis en œuvre des protocoles de transparence qui devenaient un modèle national. Tous ne l'aimaient pas. Elle recevait des menaces occasionnelles. Certains l'appelaient la destructrice de carrière dans les milieux d'affaires, mais Béatrice dormait tranquille chaque nuit, sachant qu'elle faisait ce qu'il fallait. Lorsqu'elle arriva au nouvel hôpital, il y avait déjà des foules, des politiciens voulant des photographies, des journalistes cherchant des déclarations, des citoyens ordinaires enthousiastes d'avoir accès à des soins de santé de qualité. Mais Béatrice ne cherchait qu'un seul visage dans la foule. Don Sébastien était à côté d'une statue recouverte d'une couverture blanche. Dans ses bras, Martin jouait avec une peluche, complètement inconscient de l'importance du jour. « Béatrice, vous êtes là. Venez, il y a quelque chose que je veux vous montrer. » Il la conduisit vers la statue couverte. Carolina Ojeda était déjà là, son appareil photo prêt à documenter le moment. « Quand j'ai conçu cet hôpital, » commença Sébastien, sa voix amplifiée par des microphones, « j'ai voulu que ce soit plus qu'un bâtiment. J'ai voulu que ce soit un rappel qu'une seule personne peut changer le monde lorsqu'elle refuse d'accepter l'injustice. » Il tira sur la corde qui retenait la couverture. Le tissu tomba, révélant une statue de bronze grandeur nature. C'était Béatrice, debout, dans son uniforme de nettoyage, regardant droit devant elle avec détermination. À la base, une plaque, Béatrice Solano. Le courage ne vient pas du pouvoir, mais de la conscience. Béatrice resta sans voix. Des larmes coulèrent sur ses joues tandis que la foule applaudissait. « Sébastien, je ne mérite pas ça. Vous méritez ça et bien plus encore. Vous avez sauvé mon fils, dénoncé la corruption, inspiré des millions. Si quelqu'un mérite d'être rappelé, c'est vous. » Carlos et Laura se frayèrent un chemin à travers la foule et embrassèrent leur mère.
Maman, nous sommes si fiers de toi, sanglota Laura. J'ai toujours su que tu étais une héroïne, ajouta Carlos en s'essuyant les yeux. Le reste de la journée fut un tourbillon. Ils parcoururent l'hôpital, des équipements médicaux de dernière génération, des salles lumineuses et accueillantes, un personnel médical soigneusement sélectionné pour sa compétence et son éthique, tout ce que la clinique centrale prétendait être, mais n'a jamais été. Dans l'unité néonatale, Béatrice vit des couveuses remplies de bébés lutteurs, chacun avec sa propre histoire, ses propres batailles. Mais ici, contrairement à avant, chacun avait un personnel dédié à les sauver. Elena lui montra la salle polyvalente où il formerait des médecins de tout le pays aux nouveaux protocoles éthiques. Le changement que vous avez initié s'étend. D'autres hôpitaux adoptent les mêmes normes. Le secrétariat à la santé a créé un bureau d'éthique médicale basé sur votre modèle. Nous l'avons initié, nous tous. Mais c'est vous qui avez fait le premier pas. C'est le plus difficile. Cet après-midi-là, lorsque les cérémonies officielles furent terminées, Béatrice se retrouva seule dans la chapelle de l'hôpital. Elle était petite et simple, écuménique, ouverte à toutes les croyances. Elle s'agenouilla et sortit de son sac la photographie de sa grand-mère qu'elle portait toujours avec elle. Je l'ai fait, Abuelita. J'ai utilisé les yeux que tu m'as donnés pour voir ce que les autres ne voyaient pas. J'ai utilisé le cœur que tu m'as donné pour ressentir la douleur des autres et j'ai utilisé le courage que tu m'as appris pour faire ce qui était juste. Elle sentit une présence derrière elle. Don Sébastien était à l'entrée, tenant Martin. Pardon d'interrompre. N'interrompez pas entrer. Sébastien s'assit à côté d'elle. Martin, maintenant âgé d'1 an, était agité dans ses bras. Je voulais que vous voyiez ceci, dit-il en lui tendant un dossier. Ce sont les résultats médicaux de Martin. Développement normal dans tous les domaines. En fait, il est en avance en motricité et en cognition. Les médecins disent qu'il n'y a aucune preuve qu'il soit né prématuré. Béatrice prit l'enfant dans ses bras. Martin la regarda avec ses yeux intelligents et sourit, montrant de petites dents comme des perles. Tu es un miracle, petit Martin. Un vrai miracle. C'est plus qu'un miracle, dit Sébastien. C'est la preuve que la bonté existe, que des gens ordinaires peuvent accomplir des choses extraordinaires, que l'amour est plus fort que la cupidité. Avez-vous eu des nouvelles de Valéria? Le visage de Sébastien s'assombrit. Elle a tenté de faire appel de la sentence. Cela a été rejeté. Elle passera le reste de sa vie en prison. Parfois, je me sens coupable. C'était ma famille après tout. C'était une famille qui a tenté de tuer votre fils. Je sais, mais c'est toujours difficile. Il soupira. Gustavo est en réadaptation. Il purge sa peine réduite en faisant du travail communautaire. Il dit qu'il veut se racheter. Je ne sais pas si je dois le croire. Donnez-lui du temps. Les gens peuvent changer. Regardez tout ce qui a changé en 1 an. Vous avez raison. Sébastien prit la main de Béatrice. Savez-vous ce qui est le plus ironique dans tout cela? Valéria voulait contrôler l'Empire, elle voulait le pouvoir et l'argent, et au final, elle a tout perdu. Alors que vous, qui n'avez jamais rien cherché pour vous-même, avez tout gagné. Je n'ai rien gagné, j'ai juste retrouvé ma conscience tranquille. C'est plus précieux que tout l'argent du monde. Martin commença à babiller, désignant les bougies qui brûlaient sur l'autel de la chapelle. Sébastien rit. Je crois qu'il veut explorer. Vous nous accompagnez dehors? Ils sortirent dans le jardin de l'hôpital, où des familles de patients profitaient du coucher de soleil. Des enfants jouaient dans une zone spécialement conçue pour eux. Des parents conversaient, trouvant du réconfort dans la communauté. Béatrice vit Adleda Ramos marcher avec un groupe de jeunes infirmières, leur expliquant quelque chose avec des gestes animés. Adleda avait été réintégrée avec tous les honneurs et formait maintenant la nouvelle génération. Mario Torres ajustait les équipements respiratoires dans l'aile pédiatrique, sifflant en travaillant. Cecilia Monte travaillait à la cafétéria de l'hôpital, non pas parce qu'elle avait besoin d'argent après la reconnaissance qu'elle avait reçue, mais parce qu'elle voulait faire partie du changement. Carolina Ojeda a remporté le prix national de journalisme pour son enquête. Elle dirigeait maintenant un programme de journalisme d'investigation qui formait de jeunes journalistes à dénoncer la corruption. Tous avaient été transformés par les événements de cette année. Tous avaient payé un prix, mais avaient également gagné quelque chose d'inestimable, un but. Savez-vous ce que Lorena m'a dit la nuit où elle est morte? Sébastien parla soudain d'une voix douce.
Tandis que nous étions emmenés à l'hôpital en ambulance, consciente mais faible, elle m'a pris la main et m'a dit, « Promets-moi que notre fils grandira dans un monde meilleur. Promets-moi que tu te battras pour cela. » Et vous avez tenu votre promesse. Nous l'avons tenue. Toi, moi, Elena, Adleda, tous ensemble, nous avons tenu cette promesse. Il regarda son fils avec une tendresse infinie. Martin grandira en sachant que sa mère a donné sa vie pour le mettre au monde et qu'un réseau de bonnes personnes s'est uni pour le sauver. Il grandira en comprenant la valeur de la bonté, du courage et de l'intégrité. Le soleil se couchait sur la ville, peignant le ciel de tons dorés et violets. Béatrice observa la scène et ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Une paix complète. Son téléphone vibra. Un message d'un numéro inconnu. « Je suis infirmière à Monterrey. J'ai vu votre histoire. Je vois de la négligence médicale dans mon hôpital, mais j'ai peur de parler. Pouvez-vous m'aider ?» Béatrice regarda le message et sourit. Son travail ne faisait que commencer. « Que se passe-t-il » demanda Sébastien. « Rien, juste quelqu'un d'autre qui a besoin d'aide. » Vous allez répondre ? Bien sûr, je réponds toujours. Martin choisit ce moment pour faire ses premiers pas hésitants vers Béatrice, s'éloignant des bras de son père. Il fit 3 pas avant de tomber dans les bras tendus de Béatrice. Il l'a fait, s'exclama Sébastien. Ses premiers pas ils étaient vers vous. Béatrice serra l'enfant dans ses bras, sentant le poids chaleureux de la vie qu'elle avait aidé à sauver. Tu es un battant, Martin Pilar, tout comme ta mère, tout comme nous tous. Tandis que le soleil terminait de se coucher sur le centre médical Lorena Alcazar, Béatrice sut avec une certitude absolue que sa grand-mère avait eu raison. Une seule personne pouvait faire la différence, une seule voix pouvait briser le silence, une seule lumière pouvait illuminer l'obscurité. Et quand cette personne était soutenue par d'autres qui partageaient son courage, elle pouvait changer le monde. L'histoire de Béatrice avait commencé par une conversation entendue dans un couloir sombre. Elle avait continué par une décision d'agir malgré la peur et se terminait par un nouveau lever de soleil, non seulement pour Martin, mais pour tous ceux qui oseraient s'élever contre l'injustice, car au final, c'était la leçon la plus importante. L'héroïne n'était pas dans la statue de bronze, elle était dans chaque personne qui choisissait de voir, de sentir et d'agir. L'héroïne était en chacun de nous, attendant le moment de se réveiller et Béatrice en avait réveillé beaucoup. Fin. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'ici et si vous aimez ce genre de contenu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Quanto que en Amoran. Nous publions des vidéos tous les jours. Aimez la vidéo si vous aimez cette histoire et dites-nous en commentaire d'où vous venez et à quelle heure vous nous écoutez.